Nous sommes le 16 juin 1978. Philippe de Villiers, jeune étudiant à l'ENA, l'École nationale d'administration, présente pour la première fois au public son rêve. Un son et lumière sur l'histoire de la Vendée, présenté par des acteurs bénévoles. Il y a quelques mois, il a découvert ce château en ruine, en plein cœur du bocage vendéen. Oublié de tous depuis des siècles, il porte les stigmates des colonnes incendiaires de Thureau, passées en 1794 au cours des guerres de Vendée. Ce lieu porte l'histoire, Philippe de Villiers l'a bien compris. Son nom, le Puy du Fou, la colline du Hêtre. Dans de vétustes tribunes en bois, gorgées d'eau à la suite d'une journée pluvieuse, le public attend sceptiquement le début de cette première représentation. En ce 16 juin 1978, rien ne prédestine ce lieu à devenir, 45 ans plus tard, l'un des parcs préférés des Français. Genèse, le podcast de la création présenté par Oscar Chedemois. Bonjour Nicolas de Villiers. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Puy du Fou pour ce nouvel épisode de Genèse. Alors nous sommes dans la salle des créations, cela tombe bien puisque c'est l'objet de cette émission. Vous êtes le fils de Philippe de Villiers, le créateur du Puy du Fou, et vous êtes maintenant à la tête de ce fleuron français. Nous allons revenir ensemble sur l'histoire de la création de ce parc, sur les secrets de fabrication de ces spectacles qui accueillent plus de 2,5 millions de visiteurs par an, en France mais aussi à l'étranger désormais. Nous le verrons dans quelques instants. Pour commencer, je vous propose que l'on revienne à ce 16 juin 1978, cette première représentation de ce spectacle qui deviendra la cinécénie du Puy du Fou. Rien ne prédestinait une telle réussite. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand mon père crée le premier spectacle du Puy du Fou, qui s'appelle « Ce soir la Vendée » à l'époque, on espère aller 35 000 spectateurs dans la saison et on en aura 80 000. Finalement, c'est un succès énorme qui est tout à fait inattendu parce que c'est un spectacle qui est au cœur de nulle part, au cœur de la beauté du bocage vendéen, mais qui est inaccessible en termes de route, d'accès ferroviaire, etc. Et donc, c'est un succès flamboyant qui va permettre à cette petite association naissante de poursuivre son aventure. Et donc, finalement, mon père raconte souvent qu'il n'imaginait même pas qu'il y ait une deuxième année à cette aventure. Et finalement, la deuxième année s'est lancée et l'association s'est petit à petit organisée et a pu construire son succès. Oui, qu'est-ce qui explique ce succès d'après vous ? Je crois que c'est le souffle du spectacle, le souffle de l'histoire qu'on y raconte, le souffle de la mise en scène qui porte cette histoire. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que on vient au Puy du Fou non pas pour simplement être impressionné par des spectacles avec beaucoup d'effets spéciaux, etc. On vient au Puy du Fou parce qu'on vient chercher un souffle, on vient chercher d'ailleurs une respiration qui est dans le même champ sémantique que le souffle, une sorte de bouffée d'oxygène. Et donc, quoi de mieux que le souffle d'un spectacle pour justement prendre cette bouffée d'oxygène, ce vent de l'histoire, comme dit Marie-Ange dans le dernier Panache, seul un panache peut faire tourner le vent de l'histoire. Et quand votre père crée ce spectacle, qu'est-ce qui l'inspire ? Ce qui l'inspire, c'est son enfance. C'est-à-dire qu'en fait, il croit que l'histoire douloureuse de la Vendée, qui est une histoire extraordinaire, qui est une histoire à la fois dramatique, c'est une tragédie, mais qui est en même temps magnifique par le sursaut d'héroïsme qu'elle a suscité en Vendée, eh bien, il considère que cette histoire, qui en effet n'était pas connue du grand public, mérite non pas des énièmes livres de revendications d'historiens, qui sont par ailleurs des livres nécessaires pour faire la lumière et la vérité, mais ça n'est pas sa vocation. Ça ne sera pas notre vocation au Puy du Fou. Sa vocation, c'est vraiment celle de l'artiste, c'est-à-dire d'écrire ce qu'il a appelé lui-même un requiem. Un requiem, une œuvre artistique qui rend hommage à nos morts et à tous ces inconnus sur le bord du chemin qui ont disparu pendant la guerre de Vendée et que personne ne connaissait. Le Puy du Fou rend cet hommage et va faire connaître cette histoire douloureuse, mais d'une manière qui transforme la blessure en lumière. D'accord. Vous naissez quelques années après la création du spectacle. Vous y jouez même dès l'âge de 2-3 ans, je crois, dans les bras de votre mère. C'est ça, vous baignez Absolument. Dans l'esprit du Puy du Fou, finalement. Oui, absolument. Moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, oui, tout à fait. Donc évidemment, ça fait que j'ai pas beaucoup de mérite, puisque vous savez, quand vous avez grandi dedans, vous avez tous les codes
qui s'infuse en vous de manière tout à fait naturelle. Vous avez joué dans les spectacles du Grand Parc aussi, je crois. Alors oui, après j'ai été cavalier, j'ai été même cavalier voltigeur. C'est une grande fierté passée, mais qui en effet m'a permis de jouer dans un des spectacles qui est l'ancêtre du Secret de la Lance, et puis de connaître finalement la scène véritablement en la foulant aux pieds, à la fois dans la cinécénie et dans les spectacles du parc, mais c'était le tout début du parc. En 2004, vous devenez président de l'association du Puy du Fou. Lorsqu'on reprend le flambeau comme ça des mains de son père, comment arrive-t-on, je dirais, à s'émanciper, à suivre sa propre voie? Votre père avait son rêve, quel est le vôtre? D'abord, il faut, lorsque vous reprenez une œuvre, parce que chez nous, on aime bien dire œuvre plutôt qu'entreprise, le Puy du Fou étant beaucoup plus qu'une entreprise. Lorsque vous reprenez une œuvre qui a été fondée par votre père, il faut accepter de ne pas en être le fondateur, parce que je n'en serai jamais le fondateur. Il faut assumer cette réalité-là, mais il faut dans le même temps s'approprier l'œuvre et faire que ça soit votre bébé. Et donc, le moment arrive dans votre vie où, dans la situation que j'ai vécue, où vous devez prendre véritablement la décision de manière comme un acte de volonté que vous posez, de vous approprier l'œuvre et de faire que ça va devenir votre œuvre. Et donc c'est en fait l'œuvre de toute personne qui participe au Puy du Fou. En réalité, ça n'est pas l'œuvre d'un homme ou de tel autre. C'est une œuvre qui est une œuvre éminemment collective, l'œuvre du Puy du Fou. Mais c'est en cela que on peut donc se l'approprier sans l'avoir fondée. Et puis ensuite, mon père m'a appris tous les codes qui finalement font la force d'un spectacle. Il me l'a appris de manière très instinctive, très intuitive, sans forcément l'apprendre de manière méthodologique, mais ça m'a permis ensuite, moi, de construire une méthode, comme doit, je pense, le faire une deuxième génération qui arrive après celle du fondateur et qui doit se dire, je suis assis sur une mine d'or, il faut simplement exploiter cette mine d'or. Et qu'est-ce que ça veut dire cette mine d'or? C'est une mine d'or au sens artistique, mais aussi au sens humain, puisque c'est une pépite extraordinaire, le Puy du Fou, qui était probablement, dès le départ, une idée géniale. Et je peux le dire d'autant que je ne suis pas le fondateur, ça me donne de l'objectivité, mais une idée géniale, qu'est-ce que c'est? C'est une idée qui a rencontré son époque. Je pense que le génie n'existe pas autrement que par la rencontre d'une idée d'une époque, et c'est ça qui est le succès du Puy du Fou, qui fait le succès du Puy du Fou, c'est qu'en fait, il y a un style, une signature artistique qui parle à l'époque d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour ensuite faire grandir le Puy du Fou. Et moi, je pense depuis d'ailleurs le premier instant où j'ai pris mes fonctions que le Puy du Fou a une vocation universelle. Et donc, il faut le lancer à l'international. Et c'est comme ça qu'on l'a déployé à l'international. L'international, c'est l'élan que vous avez donné en tout cas au Puy du Fou. On y reviendra dans quelques instants si vous le voulez. Je vous propose que l'on revienne en 1989. Le grand parcours qui deviendra le parc du Puy du Fou ouvre ses portes. Là encore, vous allez voir les choses en grand avec la création d'un spectacle qui fait encore aujourd'hui la réputation du Puy du Fou. Nous sommes en 2001. Pour la première fois depuis la Rome antique, les jeux du cirque vont être reproduits à taille réelle, en plein cœur du bocage vendéen. La direction du Puy du Fou voit les choses en grand. Elle fait construire un gigantesque stadium gallo-romain pouvant accueillir jusqu'à 7000 spectateurs. Pour sa course de chars, elle contacte le célèbre cascadeur équestre Mario Luacci. Pour la scène des fauves, c'est le dresseur du film Gladiator, Thierry Leportier, qui entre dans l'arène. Au fil des années, le Puy du Fou ne cesse de surprendre les visiteurs. En 2011, une immense toile, appelée Vélum, sera déployée dans l'édifice pour protéger le public du soleil. Là encore, une prouesse technique jamais réalisée depuis l'Antiquité. En 2022, le parc ira même jusqu'à faire sortir de terre une véritable galère romaine pour un nouveau final spectaculaire. À l'autre bout du parc, un donjon de 18 mètres de haut se déplace et peut même tourner sur lui-même. Un peu plus loin, un drakkar viking sort de l'eau. Les créations s'enchaînent et les visiteurs viennent de plus en plus nombreux. Nicolas Devilliers, quelles sont les clés d'un spectacle réussi? Je crois que d'abord chaque spectacle est différent en fonction de ceux qui les conçoivent, au sens où je peux vous parler d'un spectacle signé Puy du Fou, je ne peux pas vous parler d'un spectacle de théâtre à Paris ou d'un spectacle de je ne sais quelle entité de production XYZ dans le monde. Mais s'agissant d'un spectacle Puy du Fou, je crois qu'il faut qu'il y ait d'abord une histoire.
Bon, le principe du Puy du Fou, c'est qu'on raconte des histoires. Cette histoire, elle est tirée de la grande histoire, mais elle est composée de manière légendaire. Le légendaire, c'est un chant. Ça n'est pas la réalité historique factuelle qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de l'histoire, à travers ces grandes figures, comme leçon pour l'homme d'aujourd'hui. Donc une histoire. Ensuite, il faut un souffle. Le souffle, je crois, c'est ce moment particulier d'un spectacle qui fait que la somme des individus assis dans une même tribune se sédimente grâce à l'histoire qu'on raconte dans le spectacle, grâce à la façon dont on la raconte, et devient un seul peuple. Et c'est un peuple, ce public, qui embrasse la cause du héros. Et à partir du moment où le public devient un peuple qui embrasse la cause du héros, alors il y a un souffle. Et le spectacle devient vivant au sens noble du terme. Pas seulement vivant parce qu'il y a des acteurs en scène, mais parce qu'il y a véritablement un cœur battant. Il y a évidemment dans la signature du Puy du Fou la présence humaine. La présence humaine en scène, c'est la clé. Le Puy du Fou d'ailleurs a fondé son succès sur la cinécénie. Son premier succès, c'est la cinécénie évidemment, et toujours aujourd'hui, parce que c'est le navire amiral du Puy du Fou, c'est le plus grand spectacle qu'on ait jamais créé, et c'est le plus grand spectacle à tout jamais du Puy du Fou. C'est plus de 2600 personnes en scène. Et la cinécénie, c'est, ne nous y trompons pas, la force de la présence humaine en masse qui fait la force du spectacle. Donc la présence humaine est essentielle. Et puis, je dirais que tout ça est tendu vers l'émotion. Et à partir du moment où vous avez compris que c'est l'émotion qui doit être le point de fuite, vraiment le point de perspective de tout spectacle, alors vous avez compris l'essentiel de ce que doit être un spectacle Puy du Fou. D'accord. Donc, quel est le point de départ du processus créatif d'un spectacle ? Qu'est-ce qui vous fait dire on va aborder tel ou tel sujet ? Est-ce que c'est un personnage, une anecdote historique, une période Vous savez, un spectacle, c'est une sphère dans laquelle on entre par plein de portes possibles. Il n'y a pas une seule porte d'entrée. Et donc, parfois, c'est une idée qui naît à la lecture de l'histoire d'un personnage historique. Mais ça peut être un film, mais ça peut être une série. Mais ça peut aussi être la découverte d'un effet technologique particulier qui fait naître tout à coup une forme de sensation particulière qui conduit à une vibration de l'âme et donc une émotion et qui nous permet de nous dire, eh bien, on peut à ce moment-là créer un spectacle. Par exemple, le mystère de la Pérouse est né de l'idée que moi j'étais convaincu qu'il fallait embarquer nos visiteurs à bord d'un navire, mais pas n'importe quel navire, un navire des paysans, donc un navire du XVIIIe siècle par exemple était un excellent moyen de dépayser nos visiteurs. Et c'est comme ça qu'on a ensuite cherché l'histoire qui correspondait. Mais ça n'est pas par l'histoire de la Pérouse qu'on est arrivé au projet. C'est par la volonté de faire voyager nos visiteurs dans un mode de spectacle différent qui les embarque à bord d'un navire, d'un vaisseau, comme on dit à l'époque, du XVIIIe siècle. C'est par là qu'on est arrivé à la Pérouse, par les recherches ensuite qu'on a fait sur le sujet. Donc, et on a découvert le lien entre la Pérouse et le Puy du Fou, et c'est ça qui est très amusant. Il y a une petite clé secrète du Puy du Fou, c'est que tous nos spectacles sont reliés à l'histoire du lieu, systématiquement. C'est ce qui enracine le légendaire du Puy du Fou dans l'authentique. Voilà, parce que nos personnages ont vécu d'une façon ou d'une autre dans ce lieu qui s'appelle Puy du Fou. Ça aussi, c'est une clé. Et donc, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie de tous les jours ? Vous parliez tout à l'heure de séries. Est-ce qu'il y a des œuvres culturelles qui vous aident, je dirais, dans la mise en scène, qui vous inspirent ? Vous savez, c'est un métier dans lequel, d'abord, c'est un métier passion, donc c'est un métier qui ne vous quitte jamais, mais dans lequel il faut être attentif à tout ce qu'on voit. Voilà. Moi, je passe mon temps à capter tout ce que je vois autour de moi, à la fois quand je suis éveillé et même quand je dors, au sens où tout ce que vous voyez peut vous servir. Je pars du principe que tous les matins, en écoutant la radio, je vais avoir une information dans la journée qui va servir ma vision ou ma façon de créer un spectacle demain ou une idée qui est en train de germer. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut faire cet exercice avec discipline de capter chaque jour dans ce qui vous entoure, dans les rencontres que vous faites, dans les informations que vous entendez, dans les lectures que vous faites, mais aussi dans les films que vous voyez. Il faut capter une idée nouvelle. Et si vous faites cet exercice-là, vous verrez que les idées viennent plus vite qu'on ne croit. Et donc, quand on les relie entre elles, on établit des rapports entre les idées.
c'est là qu'on peut véritablement créer, c'est-à-dire repousser les limites de ce qui existe. Lorsqu'on vient au Puy du Fou, on est forcément ébloui par toutes je dirais, ces machineries, un donjon qui tourne, un dracard qui sort de l'eau. En quoi la technologie se met-elle au service du spectacle et non l'inverse? N'avez-vous pas peur que la technologie ne prenne trop de place, la machinerie prenne trop de place? D'abord, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et donc, non, la technologie ne prendra jamais trop de place dans la mesure où on a les idées très au clair sur le fait qu'elle est au service de l'émotion. Voilà. Et la technologie est un outil extraordinaire parce que notre époque nous offre des moyens technologiques que jamais aucune époque avant nous n'a connus et qui fascineraient, par exemple, Louis XIV, qui est un grand créateur de spectacle et qui aimait particulièrement le spectacle dans sa plénitude parce qu'il avait une maîtrise de tous les arts du spectacle. C'était vraiment la définition même du gentilhomme de l'époque. Et donc, je me dis souvent, qu'est-ce qu'un Louis XIV, ou même Molière, ou tant d'autres, qu'est-ce qu'il ferait s'il avait les outils que nous avons? Eh bien, je pense qu'il irait même encore plus loin que nous. Et donc, je me sens petit. Vous voyez, je me dis, on ne va pas encore assez loin. On a la chance de pouvoir utiliser, effectivement, des technologies qui permettent de créer des illusions. Et donc qui permettent le voyage. Voilà. Et ça, c'est le principe même de notre langage. C'est le même principe que le roman d'aventure, sauf que comme les gens ne lisent plus, ils préfèrent venir voir des spectacles. Et finalement, c'est en cela que le Puy du Fou apporte peut-être une réponse à notre époque. Alors une fois qu'un spectacle est créé, il est voué à évoluer constamment. Je pense par exemple à la scène des Fauves qui a été remplacée par le final spectaculaire de l'Anomachie dans le Stadium gallo-romain. Un spectacle au Puy du Fou n'a donc pas d'état définitif. Non, jamais. Et c'est un spectacle vivant. Et vivant, ça ne veut pas seulement dire qu'il y a des acteurs en scène, ça veut dire qu'il a une propre vie qui va le faire évoluer, grandir, passer d'un mode à un autre de mise en scène, grâce d'ailleurs à l'évolution des technologies, par exemple, mais aussi pour des tas de raisons qui peuvent appartenir à l'obsolescence d'un effet. Quand vous avez trop vu un effet partout, il vaut mieux l'enlever. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de surprendre, donc d'innover. Si au Puy du Fou, je vois un spectacle qui me paraît ressembler à ce que j'ai vu ailleurs, alors ça ne m'intéresse pas. Désormais, vous créez non pas seulement en France, mais aussi à l'étranger avec Puy du Fou International. Nous sommes le 27 mars 2021. Les portes de Puy du Fou España s'ouvrent pour la première fois au public. Installé à Tolède, le parc s'inspire du légendaire espagnol. Sur plus de 30 hectares, les visiteurs vont pouvoir découvrir plusieurs villages d'époque et 4 nouvelles créations. Les équipes du Puy du Fou ont pour cela réutilisé leur savoir-faire français. Le parc présente, par exemple, un spectacle de rapaces ou une tribune pouvant tourner à 360 degrés. 3 ans auparavant, le Puy du Fou inaugurait El Sueño de Toledo, un spectacle nocturne à l'image de la cinécénie vendéenne. Dès sa première saison, le parc espagnol accueillera plus de 600 000 visiteurs. Alors Nicolas Devilliers, si je comprends bien, le modèle du Puy du Fou est finalement universel. Pourquoi choisir de le faire rayonner à l'international ? Parce que universel, ça veut dire qu'il transcende les langues et les cultures. Et donc, il n'y a pas de raison que les Espagnols, qui ont une histoire extraordinaire, n'aient pas leur propre Puy du Fou, célébrant leur propre histoire et faisant vibrer l'âme de ce peuple, finalement. Donc, pour moi, mon moteur, c'est de réparer l'injustice. Et je trouve que les Espagnols ont le droit à ce Puy du Fou et ce serait une injustice que de ne pas leur donner. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les Espagnols ? Pourquoi pas les autres peuples ? Et tout simplement parce que nous sommes des artisans d'art et que ça prend du temps. Mais en effet, il pourrait y avoir des Puy du Fou dans tous les pays où il y a une histoire riche, dans tous les pays où il y a eu des drames et des sursauts, le sursaut de l'héroïsme. Alors il y a un Puy du Fou possible. Voilà, moi, le sentiment simple qui m'anime, et surtout, avec une première expérience internationale aux Pays-Bas, puis en Angleterre, et ensuite en Espagne, nous avons fait la démonstration que notre modèle artistique fonctionnait à l'étranger, c'est-à-dire qu'il pouvait s'enraciner dans une autre culture que la nôtre, puisque si vous allez à Puy du Fou España, vous verrez des architectures, des histoires, des costumes, des personnages espagnols, et complètement espagnols. De sorte d'ailleurs que les Espagnols ne savent pas que ce sont des Français qui ont fait le parc, très peu, ceux qui ont lu peut-être un peu la presse, mais la plupart des gens ne savent pas. Et c'est ça que nous voulons, c'est vraiment nous enraciner dans le lieu au point que la culture française en tant que telle disparaisse derrière la culture espagnole pour vraiment servir
ce qu'il y a de grand en l'homme, mais dans la culture à laquelle nous parlons, dans la culture dans laquelle nous baignons. Comment réussissez-vous à l'intégrer, à la comprendre, cette culture? Comment vous immergez-vous dans cette culture, par exemple, ibérique? En fait, il faut passer beaucoup de temps, ce que j'ai fait moi en Espagne, au milieu d'Espagnols dans le monde artistique notamment, mais pas seulement, rencontrer beaucoup de gens et lire beaucoup. Il faut vraiment s'imprégner et pour ça, il faut beaucoup se nourrir. Voilà. Et donc, cette nourriture, elle n'est pas que la nourriture de la lecture, elle peut être aussi la nourriture du cinéma d'ailleurs, qui est vraiment un art à part entière magnifique et qui est très inspirant dans notre univers à nous du spectacle. Mais elle est aussi l'univers de la rencontre. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai assisté pendant des heures à des cours de flamenco à Madrid, assis dans un coin de la pièce. La professeure de flamenco ou le professeur m'autorisait à assister à des cours de flamenco de niveau mondial. Et donc, c'était très intéressant d'observer pas simplement la danse du flamenco, mais d'observer la façon dont l'enseignement était prodigué, parce que ça me disait quelque chose de la culture espagnole. Vous savez, en Espagne, par exemple, mais j'aurais pu dire la même chose sur tous les pays du monde, toute culture qui n'est pas française, le rapport entre l'homme et la femme, le rapport entre des parents et des enfants, les rapports sociaux de manière générale ne sont pas les mêmes, ne fonctionnent pas selon les mêmes équilibres que dans notre pays, la France. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, en Espagne, un rapport à la mort qui est beaucoup plus sérieux, qui a une forme de gravité, de solennité, qu'en France, on recherche, mais en France, l'esprit français, c'est l'esprit mousquetaire. On se rit du danger. Le mousquetaire, c'est celui qui dégaine son épée pour un mot de travers, et donc qui est prêt à mourir pour une femme qui passe, alors que l'Espagnol ne fera pas ça. Eh bien, rien que le fait de comprendre cela permet ensuite, dans l'écriture, de tremper sa plume dans véritablement ce qui fait le sang de l'Espagne, et non pas celui de la France. Et c'est là qu'il faut être subtil pour ne pas commettre des erreurs culturelles qui viendraient choquer les Espagnols. Votre dernier projet en date, c'est Saga Shanghai, qui ouvre dans quelques jours à l'heure où nous enregistrons cette émission, le 28 mai. Alors, si jusqu'à maintenant on restait sur des procédés, je dirais, à peu près similaires à ceux en France, là c'est un concept tout nouveau. Vous pouvez nous l'expliquer? Oui, c'est-à-dire que là encore, on ne s'adapte pas que dans le fond à la culture du pays dans lequel on va, on s'adapte aussi dans la forme. En Chine, il s'agit de créer un spectacle qui soit inspiré de l'histoire chinoise, du Shanghai des années 30 en l'occurrence, mais aussi un spectacle qui s'adapte dans la forme à ce qu'est la culture chinoise. Moi, la première fois que je suis allé en Chine, c'était il y a bien des années, parce que ça prend beaucoup de temps de comprendre la Chine et d'y installer un projet. Donc il y a une dizaine d'années, je découvre la culture chinoise, enfin, il y a même un peu plus à vrai dire, et je découvre que les repas pris sur des tables rondes, avec les plateaux tournants au centre, sont des repas qui en général ne maintiennent pas les convives assis plus de 20 minutes. Bon. En France, on reste 1h30, 2 heures à table. En Chine, ça n'existe pas. Et donc, cette simple observation me permet de voir que très vite, on se lève, on va porter des toasts, etc. Enfin bref, il y a toute une codification sociale qui n'est pas du tout la même qu'en France, et qui d'ailleurs fait que si on ne comprend pas, on va faire très vite des gaffes. Alors on apprend vite à éviter ces gaffes. Mais au-delà de ça, ça vous dit quelque chose sur le tempérament chinois, qui est un tempérament bouillonnant, très actif, suractif, qui n'a pas cette culture du longtemps assis à table, comme on pourrait le faire nous dans les repas de noces, voyez. Et donc, c'est une donnée, et je vous raconte cette donnée-là parce qu'elle est anecdotique, mais elle est l'une des premières choses que j'ai remarquées, et qui fait que je me suis dit, si on met les Chinois dans un spectacle pendant 2 heures assis, ça ne marchera pas. Et en effet, une grande firme de spectacle canadienne, pour ne pas la nommer, qui est allée installer un spectacle en Chine, a connu un échec retentissant en faisant un spectacle classique, je dirais à l'américaine ou à la canadienne, à la québécoise, et la salle a fermé au bout de 3 mois parce qu'ils n'arrivaient pas à remplir. Parce que le public chinois se levait au bout de 30 minutes et partait. C'est une catastrophe. Ils ont besoin de se déplacer, quoi. En fait, voilà, les Chinois sont par exemple dans ce besoin de ce mouvement permanent. Et donc, c'est d'ailleurs difficile d'expliquer pour quelles raisons culturelles de fond, mais il y a vraiment ce fourmillement permanent en Chine. Et donc,
c'est une donnée culturelle essentielle. Si vous n'avez pas compris ça, vous vivez la même chose que nos amis canadiens, c'est-à-dire l'échec. Donc moi, j'ai imaginé un spectacle qui s'adapte à ce tempérament-là et qui fait que les visiteurs doivent sentir véritablement que l'aventure qu'on va leur faire vivre est une aventure qui avance, qui est en mouvement et qui les immerge dans un univers, mais qui, au-delà de les immerger, véritablement les embarque d'une surprise à l'autre. Et donc, qui satisfassent en quelque sorte leur impatience et leur volonté de mouvement. Le jeu vidéo vous a inspiré peut-être dans cette création? Tout est inspirant. Le jeu vidéo est inspirant, bien sûr, ça fait partie de l'univers qui est inspirant. Mais j'ai d'abord, encore une fois, regardé les habitus, vous voyez, chinois, pour vraiment comprendre comment les Chinois se comportent, comment ils vivent, comment ils travaillent, etc. Je me suis lié d'amitié avec beaucoup de Chinois pour essayer de sentir toutes ces choses-là. Et ensuite, en construisant un concept qui va, je l'espère, le plus possible coller à ce qui est dans la forme. J'entends le tempérament chinois. Mais attention, il faut toujours surprendre. Donc, je ne suis pas là pour dire je colle au marché. Le marché, je m'en fiche. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le tempérament chinois et ensuite comment je vais me brancher à ce tempérament pour faire vibrer l'âme d'un peuple. Donc là, encore un spectacle qui a pour objectif de toucher l'âme et non vraiment le corps. C'est ça la recette du Puy du Fou? Nous, on a choisi un chemin beaucoup plus difficile que les autres, puisque, vous savez, les manèges parlent au corps, c'est-à-dire à la part visible de l'homme, celle qui est palpable. Je peux vous prendre par le bras et c'est palpable. Et ça, c'est facile, parce que je vous mets dans un manège, je vous remue et vous aurez forcément des sensations physiques. Le spectacle, c'est un art qui parle à la part invisible de l'homme, c'est-à-dire à l'âme, vous l'avez très bien compris, et donc qui a cette incertitude intrinsèque de passer à côté. Voilà. Et donc, c'est un art très compliqué, mais en même temps tellement passionnant. Et pour moi, tellement 1000 fois plus intéressant que de parler au corps. Puy du Fou international, ce n'est pas terminé, ça va continuer à s'étendre. Non, c'est que le début. Ça marche. 2023, l'année du cinéma. Ce spectacle, Le Mime et l'étoile sur les débuts du cinéma, qui a d'ailleurs reçu l'Oscar du meilleur spectacle à Hollywood, mais aussi une entrée au cinéma, je dirais, dans les salles en France, avec le film Vaincre ou mourir. Nous sommes le 25 janvier 2023. Si le parc vendéen est fermé pour l'hiver, le Puy du Fou fait pourtant bien parler de lui. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir. C'est le Premier film produit par le Puy du Fou. Vaincre ou mourir, c'est le premier long métrage du Puy du Fou. Pour cette première expérience au cinéma, le parc vendéen opte pour une histoire déjà bien connue de son public grâce au spectacle Le Dernier Panache. Le film retrace, pendant près d'1 heure et demie, la vie du général Charette ayant pris le commandement de l'insurrection vendéenne de 1793. La réalisation est confiée à Vincent Notez et Paul Mignot. À l'écran, les comédiens du parc partagent la vedette avec Hugo Becker ou Constance Gay. L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les vaincre, car notre cause est juste et votre cœur est pur. Au total, ce seront plus de 250 000 spectateurs qui iront voir Vaincre ou mourir au cinéma, bien plus que les 100 000 prévus à l'origine. Le film sera aussi diffusé à l'étranger, comme en Espagne ou en Allemagne. Nicolas De Villiers, pourquoi choisir de s'exprimer par le cinéma? Une autre manière de raconter des histoires? Oui, je crois que le cinéma est un langage artistique très cousin de notre langage à nous, celui du spectacle vivant. Et le cinéma est le prolongement naturel des histoires qu'on raconte dans nos spectacles. Et donc, c'est assez naturel pour le Puy du Fou d'aller au cinéma. C'est aussi, je crois, une nécessité de notre temps, parce que le cinéma va aujourd'hui inéluctablement poursuivre sa vie après l'écran des salles, par exemple, sur les plateformes. Or, les plateformes, elles sont vraiment les autoroutes digitales permettant de toucher les jeunes générations. Lorsque on parle de quelqu'un qui a 50 ou 60 ans dans notre pays, il va volontiers regarder un panneau de 4 mètres par 3 mètres sur le bord de la Nationale pour se dire « Tiens, je vois qu'il y a un restaurant, je vais y aller ». Un jeune de 20 ans aujourd'hui ne regarde pas ce panneau-là, il ne sait même pas qu'il existe. Il va regarder sur le terrain digital, sur les réseaux, et toute forme de réseau, il va là être touché par un certain nombre d'informations. Donc si on n'est pas présent, si notre univers Puy du Fou n'est pas présent
sur le terrain digital, je crois qu'à terme, le Puy du Fou pourrait en mourir. Et il faut absolument qu'on tisse une forme de toile au sens très positif, mais c'est-à-dire qu'on compose, je dirais plutôt, une marqueterie de films qui, évidemment, va prendre beaucoup de temps à construire, mais qui permettront de créer un univers cinématographique qu'on pourra retrouver physiquement dans le parc. Ce défi-là est un défi magnifique, mais c'est un défi que nous allons relever et qui va rendre le Puy du Fou encore plus solide pour les années qui viennent. Avec des histoires originales ou toujours adaptées par rapport au spectacle? Avec des histoires originales, c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire que c'est d'aller sur des sujets qui n'ont jamais été racontés au cinéma, bien sûr. Vous êtes au générique de Vaincre ou mourir en tant que producteur du film. Encore une nouvelle profession qui s'ajoute à votre CV. Quelle est la différence entre réaliser un spectacle, concevoir un spectacle et réaliser un film, un long métrage? Il y a des similitudes dans le temps d'accouchement. Ça prend beaucoup de temps d'écrire un scénario de film. Ça n'est pas un travail qui ressemble d'ailleurs en cela au spectacle parce que c'est plus long. Un film, c'est plus long qu'un spectacle. Mais en même temps, au fond, le travail d'accouchement finit par ressembler à celui d'un spectacle. La durée, en tout cas, puisqu'il faut à peu près 3 ans, voire 4 ans pour véritablement faire un grand film. Et donc, c'est exactement la durée qu'on prend pour créer un spectacle. Donc, vous voyez, c'est un travail très différent parce que c'est des modèles différents et sans rentrer dans la technique, mais y compris dans les modèles de financement, etc. Tout est très différent. Mais simplement, à la fin, c'est une histoire qu'on raconte et qu'au lieu de porter sur une scène, on porte à l'écran. Donc, finalement, c'est très proche. Pour terminer cette émission, un autre projet en cours de développement, c'est le Grand Tour, l'Orient Express puis Follet. Nicolas de Villiers, s'étendre au-delà du monde du spectacle, c'est la voie que vous prenez aujourd'hui? Le Grand Tour, c'est un spectacle. Donc, on ne s'étend pas au-delà de la voie du spectacle. On étend le spectacle au-delà de notre territoire initial. Et donc, c'est faire de la France un spectacle et non l'inverse. Et donc, c'est très important pour nous de chaque fois explorer des nouveaux territoires, mais non pas en soi simplement pour se faire plaisir, même si nous sommes des enfants qui avons des grands jouets, mais parce que nous pensons que, s'agissant du Grand Tour, la France mérite d'être visitée sous un œil qui soit celui de l'émerveillement. Et donc, je crois que le Grand Tour va permettre cela, d'aller dans des lieux qui, tout comme le Puy du Fou essaye de l'être à sa mesure, mais sont des lieux magnifiques, sublimes, parce que ce sont des lieux qui sont chargés d'histoire pour certains, parce que ce sont des paysages extraordinaires pour d'autres, et qui ont tous concouru à faire de la France ce qu'elle est, à façonner le tempérament français, et donc qui sont des lieux qui méritent d'être visités. Et quoi de mieux qu'un train 1900, qu'on a évidemment reconstruit complètement comme à l'époque, avec tout le confort moderne, mais avec toute l'esthétique de 1900, pour véritablement voyager, comme dans les trains de l'époque, à l'âge d'or du train, dans cette France d'aujourd'hui, mais qui va nous permettre de voyager aussi dans d'autres époques. On va rencontrer des personnages, on va rencontrer des lieux, et on va à chaque fois suivre le fil rouge d'une seule et même histoire qui va durer 5 jours. C'est ça le Grand Tour, c'est un spectacle, mais c'est le plus long spectacle jamais imaginé. Voilà, étendre le Puy du Fou en dehors de ses frontières, c'est peut-être ça le souffle que vous avez apporté en arrivant à la tête du Puy du Fou. Merci Nicolas de Villiers d'avoir livré les secrets de cette aventure, la jeunesse du Puy du Fou. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons très bientôt dans un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. C'était Genèse, le podcast de la création, présenté par Oscar Chedemois.